Mes chers compatriotes, nous sommes aujourd'hui le 31 octobre 2025 et je voudrais revenir avec vous sur les élections qui viennent d'avoir lieu aux Pays-Bas, les élections législatives générales, et par une raison quand même qui me préoccupe, c'est que ce que l'on entend à la radio, à la télévision, dans tous les médias français, est le contraire pratiquement exact de la réalité. C'est assez extraordinaire de voir, et c'est un cas d'école, à quel point les médias français, les médias européens et occidentaux plus généralement, travestissent la réalité d'une façon inimaginable. À partir d'un quelques éléments de vérité, il est vrai, mais le sens général est complètement faussé, et vous allez voir pourquoi. Si on lit les médias français, si on lit par exemple le journal La Croix a consacré 2 unes successives à la victoire qui est probablement, au moment où je parle, il n'a pas encore été nommé Premier ministre, mais d'un certain Rob Jetten, qui devrait être le nouveau Premier ministre. Et voilà ce qu'écrit le journal La Croix. Aux Pays-Bas, un jeune centriste pro-européen fait reculer l'extrême droite. Et dans une deuxième une, le même journal, La Croix, explique « Rob Jetten, le tombeur néerlandais de l'extrême droite ». J'ai cité le journal La Croix, mais on peut trouver la même chose sur France 24 ou sur la plupart des médias français d'ailleurs. L'idée que l'on véhicule auprès des Français, c'est que il y a une extrême droite aux Pays-Bas, très mauvaise, très anti-européenne, on laisse entendre ça. Et finalement, les électeurs néerlandais en auraient soupé de cette extrême droite, et finalement, ils auraient trouvé leur sauveur dans ce monsieur qui, d'un seul coup apparaîtrait sur la scène politique de façon extraordinaire. Et donc ça témoignerait d'une espèce d'engouement des Néerlandais pour l'Europe, la construction européenne. C'est comme ça que ça peut être perçu, enfin c'est comme ça que tout le grand public a pu percevoir. C'est peu dire que c'est le contraire exact de ce qui s'est passé en fait. Alors on va entrer un petit peu dans le détail. Le détail, c'est que ce monsieur Rob Jetten, il a 38 ans, il a le profil exact le même profil que ceux que j'ai décrits dans une vidéo qui est déjà un petit peu ancienne, que j'ai faite il y a plus d'1 an, qui s'appelle cette épidémie de Blanc-bec. Voilà. Il a exactement le profil que Gabriel Attal. D'ailleurs, comme Gabriel Attal, il fait étalage de son homosexualité. D'ailleurs, les deux hommes se ressemblent. Et d'ailleurs, ils se sont mutuellement congratulés il y a quelques jours. Mais il a aussi le même âge que Kaja Kallas en Estonie lorsqu'il était arrivé au pouvoir, et puis qu'un certain nombre de responsables, comme ça avait été le cas avec Justin Trudeau, comme ça avait été le cas avec Macron, des moins de 40 ans en fait, qui arrivent au pouvoir suprême, au pouvoir exécutif suprême, et comme on nous le propose d'ailleurs pour l'élection présidentielle de 2027, où on nous concocte Bardella ou bien Attal, qui sont dans la même tranche d'âge. Là, c'est le premier point. Deuxièmement, le parti politique qui est le sien s'appelle D66. D66, ça veut dire démocrate 66. Et pourquoi 66? Alors, heureusement, c'est pas 666, mais c'est 66. Parce qu'en fait, le parti politique en question a été créé en 1966. On peut pas dire que ça soit quand même un parti extraordinairement nouveau. Non. En fait, il s'agit d'un parti centriste. On pourrait le comparer à peu près au MoDem, un truc à la Bayrou, mais un truc à la Bayrou où, disons, les dirigeants auraient été liquidés, si je veux dire, on les aurait demandé de quitter le pouvoir pour mettre à la tête de ce parti politique ce jeune homme, qui a commencé d'ailleurs sa vie politique à 21 ans et qui a eu une carrière très très rapide, très météorique, grâce évidemment à des médias complaisants derrière. C'est un homme plutôt beau, en effet assez élégant, qui a du sang indonésien. Vous savez que l'Indonésie, qu'on appelait les Indes néerlandaises jadis, jusqu'en 1949, avait été une colonie néerlandaise, et donc il fait partie de ces métis, à la fois néerlandais et indonésiens. Alors, son parti politique a effectivement fait un bond assez spectaculaire aux élections, ça c'est exact, cette prémisse est exacte, c'est qu'il a augmenté le nombre de ses voix et le nombre de ses députés, très exactement. Les élections législatives précédentes avaient eu lieu en 2023, et donc entre 2023 et 2025, il est passé, en 2023, il faisait 6,3% des suffrages, en 2023, et il avait obtenu 9 sièges de députés,
Et cette fois-ci, eh bien, il fait 16,9%, donc il est passé de 6,3 à 16,9. Il a gagné de plus de 10,6 points, ce qui est beaucoup en effet. Et il passe de 9 députés à 26 députés, donc il en gagne 17. Voilà. Donc ça, c'est un fait objectif. Bon. Et au même moment, le parti dit d'extrême droite de Geert Wilders, qui est très connu, qu'on a appris à connaître, lui a au contraire eu une déconvenue. Il est passé de 2023 à 2025 de 23,5% des suffrages à 16,7%. Il est passé de 37 députés à 26. Il a perdu 11 sièges et il est maintenant exactement au même niveau que le D66, alors que effectivement en 2023 il y avait un très grand écart entre les deux. Ça, ce sont les faits objectifs. Et c'est à partir de ces faits-là que les médias français ont brodé le narratif qu'il y avait eu un tombeur de l'extrême droite, que c'était D66, un pro-européen, voilà, en laissant entendre ce que je vous ai dit en préambule. Sauf que tout ça est faux parce qu'il faut regarder ça de façon beaucoup plus précise. Pourquoi il faut regarder ça de façon plus précise? D'abord parce que le D66, comme je l'ai dit, c'était un mouvement. Et en 2023, il avait une grande déconvenue électorale. Il a certes gagné 17 sièges cette fois-ci, mais en 2023, il en avait perdu 15 par rapport aux élections législatives antérieures. C'est-à-dire qu'en fait, il revient à peu près au niveau qu'il avait historiquement. En fait, le problème, c'était ce qui s'était passé en 2023. Voilà. Et donc, il avait eu une espèce de passage à vide, et donc il est revenu à son étiage habituel. Ça, c'est le premier point. Pareil pour le parti de Geert Wilders. Lui, c'était l'inverse. En 2023, il avait au contraire connu une forte croissance du nombre de ses députés, puisqu'il était passé de 17 à 37. Il en avait gagné 20. Et là, il en perd 11. Donc il reste donc très au-dessus du nombre de députés qu'il avait aux législatives précédentes 2023. Il était passé donc, je répète, de 17 à 37 et de 37 à 26. Voilà son parcours. Donc déjà, ça permet d'atténuer un petit peu le côté sensationnel que l'on prête à ces résultats. Le deuxième point à savoir, et il est absolument fondamental, c'est que M. Geert Wilders faisait partie de la coalition gouvernementale. Certes, il n'était pas ministre lui-même, mais son parti politique faisait partie de la coalition au pouvoir de M. Dick Schoof, voilà, qui était le Premier ministre sortant. Et ce Premier ministre sortant pouvait tabler sur une coalition avec 4 partis politiques. Le parti de M. Geert Wilders, le parti dit d'extrême droite de M. Geert Wilders, qui s'appelle le PVV, le Parti pour la Liberté. Son propre parti à lui, Dick Schoof, qui s'appelle le VVD, le Parti pour la Liberté et la Démocratie. Donc je me perds un petit peu dans ces acronymes néerlandais, il faut les suivre. Et il y avait 2 autres partis politiques qui étaient des partis un petit peu plus petits, qui faisaient partie de la coalition, qui s'appelait le NSC, c'est-à-dire le New Social Contract, et c'est une espèce de parti libéral, centriste libéral, et puis le BBB, qui est un parti pour agrarien, pour d'agriculteurs. C'était eux qui formaient cette coalition. Et il se trouve que ces élections législatives qui viennent d'avoir lieu aux Pays-Bas ont eu lieu avant terme, puisque normalement le mandat n'est pas de 2 ans. Elles ont eu lieu parce qu'il y a eu une dissolution de l'Assemblée législative néerlandaise, parce que le gouvernement a chuté, parce que justement le parti de Geert Wilders est sorti de la coalition. Il a annoncé en juin dernier qu'il quittait la coalition gouvernementale, et puis le NSC, le parti, le New Social Contract, lui-même a suivi le mouvement au mois d'août. C'est-à-dire que le gouvernement néerlandais a chuté cet été parce qu'il n'y avait plus de majorité pour le soutenir à l'Assemblée nationale. Donc ces élections législatives ont eu lieu suite à une décision de M. Geert Wilders, de l'extrême droite, qui faisait partie de la coalition gouvernementale. Parce que je n'ai pas vu un seul journal français, un seul média, expliquer ce point déjà. C'est que ce qu'ils appellent l'extrême droite faisait partie de la coalition gouvernementale du parti au pouvoir. Troisième point, s'il y a eu si M. Geert Wilders était sorti de cette coalition gouvernementale, c'était pour protester contre une politique qu'il jugeait insuffisamment
ferme contre les immigrés de la part du gouvernement de Dick Schoof, du Premier ministre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tous les partis gouvernementaux ont chuté lors de ces élections de 2025, là il y a quelques jours, avant-hier. Et donc ils ont tous perdu des points parce que les Néerlandais ne voulaient plus de ce gouvernement, et que le parti de M. Geert Wilders, il a perdu des points, mais finalement moins que d'autres. On n'a pas dit, je n'ai pas vu un seul média expliquer que le parti New Social Contract, qui avait 20 députés, qui faisait partie de la coalition de M. Dick Schoof, est passé de 20 députés à 0. Il a tout perdu. Ils n'ont pas expliqué non plus que le parti du Premier ministre sortant, le VVD, qui était représenté par une dame, est passé de 24 à 22 députés, a perdu 2 députés. Il a donc, d'ailleurs, 22 députés, il a 4 députés de moins que le parti de Geert Wilders. Ils n'ont pas expliqué non plus que le 4e parti politique de cette coalition, le BBB, eh bien, le parti des agriculteurs est passé de 7 députés à 4. C'est-à-dire qu'en fait, Geert Wilders a subi une partie de l'impopularité du gouvernement dont il faisait partie, enfin que son parti soutenait dans la coalition. Je n'ai vu aucun média français expliquer cela. Mais c'est pas tout. C'est pas tout parce que il se trouve qu'il y a d'autres partis dits d'extrême droite aux Pays-Bas. Il y en a 2 autres qui ont eu des carrières politiques également en dents de scie. Il y en a un qui s'appelle le Forum de la démocratie, le FVD, qui a été dirigé par Thierry Baudet, qui était devenu il y a quelques années un des principaux partis politiques néerlandais avant de chuter lors des élections successives. Le FVD, qui est un parti qui est considéré comme d'extrême droite, mais qui est surtout un parti anti-européen, qui veut sortir les Pays-Bas de l'Union européenne. Et il y a un 2e parti dit d'extrême droite, enfin un 3e parti dit d'extrême droite, qui est le JA21, qui a été créé en 2021. Et JA, ce sont les initiales de ce qui signifie en néerlandais la juste réponse à la situation, qui lui aussi est classé à l'extrême droite. Alors il se trouve qu'il faut examiner, quand on parle de l'extrême droite, il faut examiner les 3 partis d'extrême droite. Donc effectivement, le PVV de M. Geert Wilders a perdu, effectivement, 11 députés. Il est passé de 37 à 26 députés. Et le nombre de ses voix a baissé. Je vais regarder plus en détail pour vous être très précis. Le PVV de Wilders faisait 2 450 855 voix en 2023. Il a baissé à 1 748 460 voix. Il est passé donc de 37 à 26 députés. Mais les 2 autres partis politiques qualifiés d'extrême droite, à commencer donc par le FVD, qui était le parti de Thierry Baudet, qui là était dirigé par une dame qui s'appelait Madame De Vos, est passé de 232 963 voix en 2023 avec 3 députés, à 475 470 voix et 7 députés en 2025. Ils ont gagné, ils sont passés de 3 à 4 députés. Quant au parti JA21, qui est une scission en fait du Parti des Libertés de M. Eerdmans, il est passé en 2023 de 71 345 voix avec 1 député. Et en 2025, il est passé de 71 345 voix à 620 765 voix. Avec 9 députés, il a donc gagné 8 députés. Au total, et ça, je n'ai pas vu un seul média français parler de ça, ce que l'on appelle l'extrême droite aux Pays-Bas, qui cumule à la fois des mouvements qui sont en effet d'extrême droite et d'autres qui sont plutôt, d'abord et avant tout, anti-européens et eurocritiques, si on fait le cumul de ces 3 partis, on est passé de 2 755 000 voix en 2023 à 2 845 000 voix en 2025. Donc il a gagné quasiment 90 000 voix. Et ils sont passés de 41 députés à 42 députés. On ne peut pas dire que l'extrême droite recule. On ne peut pas dire que le monsieur Rob Jetten a été le tombeur de l'extrême droite, puisque l'extrême droite progresse.
Et on pourrait même dire que ce qui progresse au sein de l'extrême droite, ou de qualifier comme tel, ce sont des mouvements plus durs. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que M. Geert Wilders, qui est assez connu, il a un pédigré assez particulier. Il est connu pour être extrêmement pro-israélien. Il est même d'ailleurs mentionné dans sa notice Wikipédia qu'il a travaillé pour le Mossad. Et pendant les périodes qui ont suivi le fameux attentat du 7 octobre en Palestine, dans les semaines, les mois qui ont suivi, la grande partie de l'opinion publique néerlandaise a été plutôt favorable aux Palestiniens. Geert Wilders s'est singularisé sur la scène politique néerlandaise comme étant un soutien mordicus du Premier ministre Netanyahou. Ça a été aggravé en plus par le fait que le tribunal de La Haye, qui est aux Pays-Bas, a donc jugé qu'il fallait arrêter Benjamin Netanyahou pour crime de guerre. Donc ça a mêlé les Pays-Bas dans cette affaire. Et là aussi, Geert Wilders s'est singularisé en apportant tout son soutien à Benjamin Netanyahou. Dernière affaire, il y a eu également, je crois que c'est en 2024, il y a eu un match de foot avec le Maccabi, qui est l'équipe de football de Tel Aviv, qui était présente et qui a donné lieu aux Pays-Bas à des échauffourées assez violentes, même très violentes. L'ambassadeur d'Israël aux Pays-Bas a parlé d'un pogrom qui avait été commis aux Pays-Bas. Il y a eu une atmosphère enflammée aux Pays-Bas. Je crois que le ministre des Affaires étrangères israélien a également parlé d'un pogrom et a attaqué à la fois le maire d'Amsterdam et puis les autorités néerlandaises au plus haut niveau. C'est allé très très haut. Et là-dedans, donc, celui qui soutenait complètement la partie israélienne, c'était Geert Wilders. En d'autres termes, il va falloir regarder plus en détail les sondages post-électoraux, mais ce que l'on appelle la baisse de l'extrême droite, en fait, aux Pays-Bas, concerne plutôt la baisse conjoncturelle. Il a perdu effectivement un certain nombre de voix, mais pas parce que les gens deviennent plus pro-européens, c'est parce que je suppose qu'il y a une partie de son électorat qui a jugé que, un petit peu comme ce qui se passe d'ailleurs aux États-Unis, où le soutien à Israël a beaucoup baissé chez les républicains, eh bien je pense que le soutien à Israël chez les électeurs de Geert Wilders, il a affaibli, et un certain nombre d'électeurs de Geert Wilders, probablement, se sont reportés sur les deux autres partis politiques parce qu'ils ne soutenaient pas ce jusqu'au-boutisme de Geert Wilders en faveur de Netanyahou. En tout cas, c'est une hypothèse tout à fait crédible parce que ça permet de comprendre ce qui se passe. Mais c'est pas tout. Parce que si on comprend bien ce que je viens d'expliquer, la poussée électorale du futur Premier ministre probable, M. Rob Jetten, de D66, encore une fois, qui ne fait que retrouver le niveau qu'il avait avant les élections de 2023, donc c'est une prouesse relativement limitée quand même, mais c'est effectivement, ça paraît spectaculaire, mais les médias français font croire que cette montée en puissance aurait été due au prélèvement sur l'extrême droite, mais pas du tout. Les voix perdues par Geert Wilders, je viens de le montrer, sont allées vers les deux autres partis d'extrême droite. Le total des trois partis a monté. Donc il n'y a eu aucun transfert. Au contraire, il n'y a eu aucun transfert des voix de Geert Wilders vers le D66. Et il y a même eu une augmentation du nombre de voix pour l'ensemble de l'extrême droite, et une extrême droite plus dure que celle de Geert Wilders, et en tout cas probablement moins favorable à la politique du Likoud et de Netanyahou. C'est ça la réalité. D'où vient donc la poussée électorale du D66 de M. Rob Jetten? Elle vient de l'effondrement des membres de la coalition gouvernementale, où il y avait des partis chrétiens-démocrates, des choses comme ça. J'ai parlé, par exemple, le New Social Contract, le NSC, qui est un peu l'équivalent de ce que serait, je sais pas moi, David Lisnard, ou un truc comme ça, ou les Républicains, qui sont passés le NSC est passé de 20 députés à 0, ben ce sont ces électeurs-là qui sont retournés au bercail et qui sont allés sur D66. On notera d'ailleurs, au passage, j'ai dit que les partis de la coalition, qui était une coalition centre et extrême droite, centre-droite et extrême droite, les partis de la coalition ont beaucoup baissé, mais il y a eu aussi un désastre électoral pour le parti de la gauche et pour le Parti socialiste. Le Parti socialiste a fait 1,7, il a fait moins que le Parti pour les animaux. Et le parti de la gauche social-démocrate de Frank Timmermans, qui est un homme qui a été très très connu, il a décidé d'ailleurs de prendre sa retraite parce qu'il a connu un échec cuisant.
ce parti de Frans Timmermans est passé de 15,7 à 12,7% des suffrages. Il est passé de 25 députés à 20 députés. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout un mouvement vers la gauche, ni un mouvement particulièrement pro-européen, comme on le dit. Ce n'est pas exact. Tout ça, c'est un jeu de politique intérieure entre les uns et les autres, dans un contexte général où l'extrême droite s'est encore renforcée. Voilà ce que je voulais vous dire. Je ne porte pas de jugement de valeur. Bon, nous, on est en France. Moi, je n'ai pas... les Pays-Bas sont les Pays-Bas. La France, c'est la France. Mais c'est important parce que vous vous rappelez que lorsque les Français ont voté non à 55% en 2005 au traité sur la Constitution européenne, 3 jours après, les Néerlandais ont voté non également, comme les Français, mais à 62% des suffrages. Et donc, il y a dans l'air du temps, dans ce qu'essayent de faire croire les médias français, on essaie de faire croire aux Français, eh bien, que les Néerlandais, finalement, ils sont d'accord, finalement, il n'y a pas d'autre solution que la construction européenne, et donc il y a un reflux des idées qui seraient à l'extrême droite. Voilà. En fait, M. Geert Wilders, il était à peu près comparable à ce qu'est en fait le Rassemblement national, c'est-à-dire un parti dit d'extrême droite. Mais bon, maintenant, d'ailleurs, le parti de Mme Le Pen maintenant est devenu très très pro-Likoud, très pro-Netanyahou, etc., etc. Et donc, et il est jugé un peu trop mou d'ailleurs par l'extrême droite par une partie de l'extrême droite française, qui va voter pour notamment Reconquête. Voilà. Donc Reconquête, alors à la différence du JA21 et du parti et du Forum de la démocratie de Thierry Baudet, Reconquête lui aussi est très favorable au Likoud, mais il apparaît comme étant plus dur. Donc c'est un petit peu ce qui vient de se passer, c'est un petit peu comme si finalement, imaginons un peu qu'aux prochaines élections législatives, le RN qui doit avoir actuellement 123 députés, bien passe de 123, mettons, à 80. Voilà. C'est-à-dire qu'il perdrait 43 députés. Bon. Et puis qu'au même moment, on est le mouvement de Horizon, par exemple, qui actuellement doit avoir une vingtaine de députés et qui d'un seul coup passe de 20 députés à 90. Voilà. On dirait c'est fantastique. Extraordinaire, voilà, Édouard Philippe a réussi à dépasser l'extrême droite, voilà. Mais en fait, si on regardait d'un peu plus près, on s'apercevrait, par exemple, dans ce cas de figure, eh bien que le RN aurait perdu, certes, passant de 123 à 80, il aurait perdu 43 députés, mais imaginons que Reconquête soit passé de 0 à 50 députés. Au total, l'extrême droite, RN plus Reconquête, eh bien, serait passé de 123 députés, plus 0 égale 123, à 83 députés plus 50, c'est-à-dire à 133 députés, donc il y aurait une croissance de l'extrême droite. Et le développement de d'Horizon, par exemple, aurait pu se faire sur, par exemple, l'effondrement de la Macronie. Voilà. Mais vous voyez bien que si des journaux étrangers disaient c'est fantastique, monsieur Édouard Philippe a réussi il est le tombeur de l'extrême droite, au motif que l'on comparait la seule augmentation de Horizon de 20 et quelques députés à 90 et la baisse du RN de 123 à 80, vous voyez bien qu'on travestirait complètement la réalité de la situation et l'évolution des forces politiques. Voilà. Alors, c'était un petit peu technique, je vous prie de m'en excuser, mais enfin, je pense que c'est important, parce que ça vous dire à quel point les médias français ne font pas leur devoir, ne font pas leur travail. Alors, est-ce que c'est de la pure et simple insuffisance professionnelle? Est-ce que c'est parce qu'il suffit d'une superficialité extraordinaire? Ou bien est-ce que c'est pour jouer un jeu politique, pour pour faire semblant de découvrir des évolutions sociétales qui n'ont pas lieu? J'insiste sur le fait que l'évolution que l'on a vue aux Pays-Bas, ça n'est pas une baisse des mouvements dits d'extrême droite, en tout cas anti-immigration et anti-Union européenne. On n'a pas assisté à leur baisse, on a assisté à leur augmentation globale. Et l'on n'a pas assisté à une poussée soudaine d'un parti pro-européen, on a assisté au retour en grâce d'un parti qui datait de 1966 et qui a gagné des voix sur un parti nouveau style David Lisnah qui avait gagné beaucoup de voix en 2023 et qui est retombé au néant parce qu'il avait participé à la coalition gouvernementale. Voilà la réalité de la situation. En d'autres termes, et je terminerai là-dessus,
n'écoutez plus les médias. N'écoutez plus les médias, ils vous mentent effrontément parce qu'ils ont un agenda politique à vous porter, si je peux me permettre, et regardez sur Internet, allez voir ce qui se passe sur d'autres chaînes de télévision et venez, le cas échéant, sur UPR TV. Et bien donc, vive l'UPR, vive le Frexit, vive le Nexit. Nexit, ça veut dire Netherlands Exit, c'était la sortie des Pays-Bas de l'Union européenne, et vive la France. Merci de soutenir l'UPR pour continuer le travail d'émancipation entrepris depuis 18 ans par François Asselineau. Vos dons sont essentiels, votre mobilisation aussi.